Rebonjour, chers collègues à la salle de presse. Nous avons avec nous le négociateur en chef, Michel Barnier, qui va commencer à nous faire le point sur les discussions qui ont eu lieu à Bruxelles cette semaine. Et après, il est prêt de prendre quelques questions de votre part. Je vous remercie. Eh bien, mesdames et messieurs, bonjour à chacune et chacun d'entre vous, et je suis très heureux de vous retrouver. Je vous remercie d'ailleurs d'être ici, dans cette salle de presse, un peu fermée, plutôt que devant votre télévision, pour regarder la cérémonie d'ouverture des 23e Jeux olympiques d'hiver qui vient de commencer à Pyeongchang. Vous me permettrez d'ailleurs, à titre personnel, de dire mes vœux à la fois aux organisateurs coréens et aux athlètes. Revenons au Brexit. Nous nous étions mis d'accord avec la partie britannique sur un agenda portant cette semaine sur l'Irlande, la gouvernance de l'accord de retrait et la transition, évidemment. Nous avions aussi prévu un update par le Royaume-Uni sur la future relation. Cet update n'a pas pu avoir lieu ce matin en raison de contraintes d'agenda du côté britannique. C'est d'ailleurs la seule réunion qui a été annulée. En amont de ce round, j'ai été très heureux de retrouver lundi à Londres et à son invitation David Davis pour une discussion politique. Et j'étais aussi à cette occasion très heureux de pouvoir m'entretenir avec la Première ministre Theresa May. Sur les points que je vais évoquer maintenant, ce round, dans notre esprit, était un round de relance, le premier depuis le John Report du mois de décembre. Je pense néanmoins utile pour votre travail et pour votre information de faire aujourd'hui cette mise à jour et de faire le point devant vous de la négociation. D'ailleurs, ces rendez-vous, mesdames et messieurs, entre nous et avec David Davis, chaque fois qu'il le souhaitera, continueront à avoir lieu régulièrement. L'organisation de cette négociation se fait, vous le savez, à travers des rounds réguliers. C'est une organisation importante pour nous, du côté européen, parce que c'est de cette manière que nous avons le temps, mon équipe et moi-même, avant et après chaque round, de nous concerter avec les 27 États membres et avec le Parlement européen. C'est aussi de cette manière que nous pouvons assurer la transparence à laquelle nous nous sommes engagés dès le début, en particulier à votre égard. Et c'est d'ailleurs ainsi, avec cette méthode, que nous sommes parvenus, avec les Britanniques, à franchir en décembre la première étape importante dans cette négociation. On Ireland, we focused on solutions to avoid a hard border. Any solution must be precise, clear, and unambiguous. As you know, our joint report provides for 3 options. First, solving the issues on the island of Ireland through the future relationship. And this future relationship would need to avoid a hard border and protect North-South cooperation and the Good Friday Agreement. Once again, ladies and gentlemen, it is important to tell the truth. A UK decision to leave the single market and to leave the customs union would make border checks unavoidable. Second, the UK has committed to proposing specific solutions to the unique circumstances on the island of Ireland, and we are waiting for such solutions. The third option is to maintain full regulatory alignment
with those rules of the single market and the customs union, current or future, which support North-South cooperation, the all-island economy, and the Good Friday Agreement. Option 1 and 2 can only be made operational in the context of the future relationship. In the meantime, it is our responsibility to include the third option in the text of the withdrawal agreement to guarantee that there will be no hard border, whatever the circumstances. This means that we must now start legally defining how this scenario would work in operational terms. There must be no ambiguity here. Based on the discussions this week, the UK has accepted the necessity of discussing how to make this full alignment scenario operational, provided we discuss the other two options in parallel. And this is what we will work on in the coming rounds. Le deuxième point de cette semaine concerne la gouvernance de l'accord de retrait. C'est une des clés de voûte de notre accord. Pour être crédible, pour être durable, cet accord de retrait doit comporter évidemment des mécanismes de mise en œuvre efficaces. Selon nous, ces mécanismes doivent inclure un rôle pour la Cour de justice de l'Union européenne chaque fois que l'accord se réfère au droit européen. Ce point reste un point de désaccord avec le Royaume-Uni. En troisième lieu, la période de transition. Cette période consistant à prolonger l'acquis pendant un temps limité a été demandée par le Royaume-Uni. Les chefs d'État et de gouvernement des 27 ont accueilli favorablement et positivement cette demande à l'occasion du Conseil européen le 15 décembre. Nous avons un mandat du Conseil depuis le 29 janvier et nous avons présenté cette semaine ce mandat au Royaume-Uni. Lors de ma rencontre lundi à Londres avec David Davis et à nouveau dans les négociations à Bruxelles cette semaine, le Royaume-Uni a insisté pour trouver sur cette période de transition un accord en mars. Mais, dans le même temps, nos interlocuteurs nous ont fait part d'un certain nombre de désaccords que je considère objectivement comme substantiels, et en particulier sur les droits des citoyens, alors que le Royaume-Uni reconnaît que la libre circulation des personnes s'appliquera pleinement pendant la période de transition, il ne souhaite pas, à la fin de cette transition, étendre les droits agréés dans le rapport conjoint pour les citoyens qui, eux, sont arrivés au Royaume-Uni jusqu'au jour du retrait. Il ne souhaite pas étendre ces droits aux citoyens qui arriveront pendant la période de transition. C'est un sujet majeur pour nous, c'est un sujet majeur aussi pour le Parlement européen. Sur l'application des règles européennes pendant la transition, le Royaume-Uni demande un droit d'opposition dans le cas où il serait en désaccord avec une nouvelle règle ou une loi qui entrerait en vigueur pendant cette période de transition. Et enfin, sur les questions de justice et d'affaires intérieures, le Royaume-Uni souhaite continuer à bénéficier de son droit de participer à de nouvelles politiques européennes, la fameuse opt-in, alors même qu'il a souhaité de quitter ces politiques-là à la fin de la transition. Franchement, je suis surpris par ces désaccords. Les positions de l'Union européenne, de mon point de vue, sont très logiques. En demandant à bénéficier des avantages du marché unique, de l'union douanière, des politiques communes, le Royaume-Uni doit logiquement en accepter toutes les règles et les obligations,
jusqu'au terme de la transition. Il doit aussi assumer les conséquences inéluctables de sa décision de quitter l'Union européenne, de quitter les institutions et ses politiques. Compte tenu de ces désaccords, et pour être très franc, la transition n'est aujourd'hui pas acquise. If these disagreements persist, the transition is not a given. Comme je l'ai dit, le temps est court, très court, et nous n'avons pas une minute à perdre si nous voulons réussir. Et nous voulons réussir ce retrait ordonné et engager aussitôt que possible les discussions sur la future relation. Mesdames et Messieurs, c'est précisément pour avancer sur cette question que la Commission a proposé cette semaine aux États membres un texte juridique sur la transition. Ce texte, une fois agréé par les 27, fera partie intégrante de notre projet d'accord de retrait que nous soumettrons alors aux Britanniques. Et ce projet, je le rappelle, devra aussi recevoir l'accord du Parlement européen. Dans cette proposition de texte juridique, publiée cette semaine par la Commission européenne, après la décision du Collège, en toute transparence, nous avons prévu une disposition permettant de renforcer les mécanismes de mise en œuvre existants dans l'Union européenne pendant la durée de la transition. Pourquoi cette disposition, qui a été beaucoup commentée, nous paraît-elle nécessaire? Simplement parce que, en cas de manquement aux règles européennes, durant la transition, nos procédures habituelles d'infraction, qui sont celles qui sont applicables aujourd'hui à tous les États membres, risquent de prendre trop de temps et ne seraient donc pas opérationnelles pour résoudre un différend éventuel entre le Royaume-Uni et l'Union européenne pendant cette très courte période. C'est la seule raison. Il est absolument normal que dans un accord international, on prévoit des mécanismes efficaces de mise en œuvre et de résolution des conflits. C'est d'ailleurs le cas de nos accords avec la Suisse. Je veux d'ailleurs, pour être tout à fait objectif, rappeler que le Royaume-Uni, traditionnellement, est parmi les pays qui fait face à relativement très peu de procédures d'infraction. Mesdames et Messieurs, ni sur ce sujet, ni sur d'autres, tout au long de cette négociation, on ne trouvera dans notre attitude, dans mon attitude, la moindre trace de manque de courtoisie, et même jamais une quelconque volonté de punition. C'est exactement le contraire de mon état d'esprit depuis le début de cette négociation et jusqu'au dernier jour de cette négociation. Nous devons simplement bâtir un accord de retrait juridiquement solide et qui ne laisse place à aucune incertitude pour personne. Encore une fois, nous devons avancer dans cette négociation de manière méthodique et structurée, dans la concertation, avec la transparence que nous permet l'organisation des rounds. C'est une concertation et une transparence que nous devons d'abord aux 27 États membres, au nom desquels je négocie, au Parlement, avec lequel nous travaillons en bonne intelligence, avec les parlements nationaux que je rencontre régulièrement, transparence et concertation aussi avec les citoyens et leurs organisations, les acteurs économiques et sociaux, et avec vous-même. Voilà, mon adjointe Sabine Veillante, qui est ici, discutera cet après-midi avec les négociateurs britanniques des dates et de l'agenda précis pour les prochains rounds des négociations. Et je suis maintenant à votre disposition. All right. I see many hands, and I want to upfront say that many of you will be unhappy with me, but I cannot possibly take all of you. So I'm going to make a choice that is going to make many people unhappy, but that's all I can do about it. Just give me a moment. I'll try to be balanced.
There we go. All right, the fault is all mine, of course. We start with Adam. Very much, Adam Fleming from the BBC. Just how much threat is the transition period under, and how worried are you that it might not be possible to agree it? And on this diary clash that prevented somebody from the UK coming to present to you about the future relationship, don't you think that's really weird? Sur les idées britanniques à propos de la future relation, j'ai dit moi-même au 10 Downing Street que le moment est venu de faire des choix et nous attendons avec confiance et avec attention les choix que fera le gouvernement britannique. C'est tout ce que je peux dire. Il n'a pas été possible de faire cette présentation aujourd'hui pour la raison que je vous ai dite et nous attendrons un peu plus tard. Sur cette question, le moment est venu de faire des choix. Je vous rappelle le calendrier qui sera le nôtre. C'est au mois de mars, si tout va bien, que le Conseil européen fixera les guidelines sur la base de ce qu'il a déjà d'ailleurs dit dans les précédentes guidelines depuis le mois d'avril pour l'ouverture d'une discussion sur la future relation. Et je rappelle qu'au mois d'octobre ou novembre, lorsque nous aurons terminé, je l'espère, le Withdrawal Agreement, comportant tous les sujets de la séparation et un accord sur la transition, ce Withdrawal Agreement, ce projet de texte qui devra être mis dans le processus de ratification, sera accompagné au même moment d'une déclaration politique auquel les 27 chefs d'État et de gouvernement attachent beaucoup d'importance, décrivant précisément le cadre de notre future relation, de notre futur partenariat, les différentes dimensions de ce partenariat avec le Royaume-Uni. Donc le plus tôt le Royaume-Uni fixera ses choix, le mieux ce sera. Je ne vais pas prononcer le mot de menace sur la période de transition. Je dis que au moment où je me trouve, compte tenu des désaccords qui nous ont été indiqués par le Royaume-Uni et que j'ai quelques difficultés à comprendre, pour tout vous dire, puisque c'est le Royaume-Uni lui-même qui nous a demandé cette période de transition, que les chefs d'État et de gouvernement ont dit oui, à des conditions qui sont assez logiques, puisqu'on maintient le marché unique, on maintient toutes les politiques européennes, on maintient l'union douanière. C'est donc une sorte de statu quo économique pendant un temps limité. Il est normal que l'on maintienne l'architecture de régulation, de supervision, les engagements financiers, l'application des règles. C'est l'intégrité du marché unique qui est en cause. Donc, si ces désaccords devaient subsister, il y aurait un problème, à coup sûr. J'espère que nous pourrons lever ces désaccords dans les prochains rounds. Jurek. Jurek Kuczkiewicz pour le journal de Le Soir. Toujours au sujet de ces désaccords. Quel est l'impact? Est-ce que des désaccords dans une négociation, il y en a toujours. Si vous êtes surpris, est-ce que ça veut dire que, en fait, il n'y avait rien à négocier, que la négociation devait servir à entériner la position qui a été arrêtée par l'Union européenne et notamment par les chefs d'État et de gouvernement. Donc, est-ce qu'il s'agissait seulement des entérinés ou alors, si vous êtes surpris par ces désaccords, quel est l'impact? Est-ce que ça remet en cause le calendrier, autre chose? Est-ce que c'est juste voilà, un accroc dans la négociation, comme il y a dans toutes les négociations quand il y a des accords, ou est-ce que vous êtes en train de dire qu'il y a là quelque chose de plus grave et qui a un impact que vous devriez peut-être encore mieux décrire? Merci. Donnez-moi acte que je joue le jeu de la transparence. Si je vous vois tous les 6 mois, c'est différent, mais si je vous vois régulièrement après chaque round, je vous dis où nous en sommes. Ce n'est pas forcément des drames, mais ça peut être un problème. Quand je dis que je ne comprends pas certains désaccords exprimés
par le Royaume-Uni, c'est parce qu'en effet, dans les positions des 27, telles qu'elles ont été indiquées par le Conseil européen, le Conseil Affaires générales le 29, telles que nous les avons reprises dans ce draft que la Commission a publié sous une forme juridique pour gagner du temps, parce qu'on n'a pas de temps à perdre. Donc pour aller plus vite et pour provoquer un débat sur les sujets précis, nous avons présenté ce texte précis sur le plan juridique. Quand vous regardez le mandat qui est le mien, l'intégrité du marché unique, le rôle de la Cour de justice, la mise en œuvre pendant cette période des 4 libertés, c'est pas négociable. C'est pas négociable. Et le Royaume-Uni a demandé lui-même cette période de transition, et je pense qu'il en a besoin pour que son administration se prépare, pour que les entreprises se préparent, et je recommande que personne ne sous-estime les exigences de cette préparation. C'est utile aussi pour les entreprises de l'Union européenne, pour nos propres services administratifs, donc, et puis aussi c'est utile pour le temps de la négociation que ça va nous donner sur la relation future. Mais le Royaume-Uni a demandé cette période. Si l'on maintient le statu quo économique, on maintient l'intégrité du marché intérieur et l'application à tous ceux qui bénéficient de ce marché unique des règles, y compris des règles nouvelles ou des décisions nouvelles qui viendraient à intervenir pendant la période de transition. Voilà. Quant aux citoyens, franchement, c'est difficile d'expliquer qu'on ne va pas appliquer les mêmes règles après la transition à ceux qui sont arrivés entre le 29 mars 2019 et le 31 décembre 2020 par rapport aux droits qu'on a reconnus à ceux qui sont arrivés avant le 29 mars 2019. Moi, je ne peux pas expliquer ça. Donc, c'est un point important aussi pour le Parlement. J'espère que c'est à quoi servent les rounds de négociation. Nous pourrons nous expliquer. Il y a des points dont on peut discuter. Les dirigeants européens, le chef d'État, les ministres ont dit que l'association du Royaume-Uni à des réunions de comitologie devait être exceptionnelle, au cas par cas, lorsque les intérêts ou les problèmes concernent directement le gouvernement ou les acteurs britanniques. Ça, c'est un point que l'on peut préciser. Il y a plusieurs sujets dont on peut discuter. Mais il y a des points qui ne sont pas négociables, parce qu'ils sont clairement au cœur de ce qu'est le marché unique et l'Union européenne. James? Yes, James. Thank you, Alex. James Chris from the Telegraph. Mr. Barnier, what is your understanding of Jeremy Corbyn and the Labour Party's position on Brexit? Because it seems to be quite unclear. And are you concerned that your meetings with him have been interpreted as undermining Theresa May? And a quick second question, if I may. The punishment clause in the legal document, would Britain have any recourse or appeal against that decision? And why is it necessary when the EU's own position is that the ECJ would see any case brought before it to its conclusion if the case was brought before the cut-off date? Thank you. Sur le deuxième point, je veux redire ou rappeler calmement, de manière extrêmement courtoise, que nous avons une situation particulière qui est due ou liée à la durée très courte de la transition. Regardez, si vous voulez bien, objectivement, comment sont enclenchées un certain nombre de procédures d'infraction à l'égard de tel ou tel État membre. Et j'ai dit d'ailleurs, pour être objectif, que le Royaume-Uni était parmi les bons élèves en matière d'application des règles européennes ou de transposition, puisqu'il était un des pays qui reçoit ou qui fait face au moins grand nombre d'infractions. Voilà, ça c'est un point important. Mais ça peut arriver dans un temps très court. Et dans ce temps très court, quand vous regardez la durée habituelle du traitement des infractions, on n'a pas le temps de prendre des décisions opérationnelles. Donc dans l'intérêt des deux parties, s'il y a un différend, le cas échéant avec les recours
habituel, nous devons trouver un système particulier. C'est ça que nous avons prévu, ni plus ni moins. Et j'ai du mal à comprendre pourquoi il y a eu cette émotion. Il n'y a pas de volonté de punir, franchement. On fait un accord international qui doit être précis, applicable, efficace, sérieux. Et on a prévu de telles dispositions, le cas échéant, dans d'autres accords. J'ai évoqué la Suisse, donc c'est tout. Ni plus ni moins. Nous essayons de faire un travail sérieux et efficace, et je voudrais bien qu'il soit bien compris et pas mal interprété. OK. Monsieur Corbyn, Jeremy Corbyn, pardon. Ma porte est ouverte. Elle est ouverte à tout le monde. J'ai même reçu M. Farage l'autre jour. C'était un entretien très stimulant. Et M. Corbyn, qui est une personnalité importante du débat politique britannique, a demandé 2 fois à me voir ici, sachant que j'étais à Londres, a demandé à me voir. J'ai aucune raison de ne pas le voir, de lui dire où nous en sommes, mais je ne négocie pas avec M. Corbyn. La seule personne avec laquelle nous négocions, c'est Theresa May et David Davis et le gouvernement britannique. C'est tout à fait clair, je l'ai dit à Jeremy Corbyn dès le premier jour de notre entretien, et je le lui redis chaque fois que nous nous voyons. Moi, j'ai besoin aussi d'écouter tout le monde, de comprendre ce qui se passe au Royaume-Uni. Je prendrai le temps d'écouter et de comprendre et de respecter le débat britannique. Je le respecte. Je ne ferai pas d'autres commentaires sur le débat domestique au Royaume-Uni. We go to Griselda, then we go to Alex, and then we will see how much time we still have left. Merci, Monsieur Barnier, je suis là. Dans cette circonstance, dans cette situation, quel est votre message au chef de gouvernement? Il faut approuver ces documents tels que vous l'avez rédigés, ou il faut prendre un délai de réflexion pour voir si quelque chose peut être changé dans une négociation avec le Royaume-Uni? De quel document parlez-vous? Texte légal pour la période de transition qui semble créer un problème grave, non? Le texte qu'a publié la Commission cette semaine, mais c'est une proposition de texte juridique, encore une fois pour gagner du temps, qui pourra, une fois approuvé, être une partie du Withdrawal Agreement. Nous sommes dans un temps court, nous sommes au mois de février. En octobre prochain, à quelques jours près, nous devrons avoir un traité complet, prêt à être engagé dans le processus de ratification. Ça fait moins de 10 mois. Et donc, dès qu'on peut préparer des éléments juridiquement solides, nous le faisons. C'est une proposition aux 27 États membres que nous avons publiée comme la Commission s'y est engagée, et je remercie le président Juncker d'avoir soutenu cette volonté de transparence. Nous l'avons publiée aussitôt après son adoption par le Collège, mardi. C'est une proposition aux États membres qui va être discutée avec les États membres et qui pourra être, le cas échéant, corrigée ou amendée. Nous écouterons aussi le Parlement européen, et une fois que cet accord sera fait entre nous les 27, c'est un document que nous soumettrons aux Britanniques. Voilà comment se font les choses. Vous devez vous habituer à cette transparence. Peut-être n'est-elle pas totalement habituelle, mais c'est un document de la Commission qui va maintenant être discuté par les 27 États membres au sein du groupe de travail permanent du Conseil. OK. Alex? Yes, thank you. Up here, Mr. Barnier. You talked very clearly about Northern Ireland, the border issues, and those needing to be addressed unambiguously in the withdrawal agreement. Is there a link between making progress on Ireland and being able to reach an agreement on the terms of a transition before March? And secondly, the EU has, through preparedness, made very clear to British companies that their rights will end at a certain point, that many of them would need to move to
enjoy those rights continuing afterwards. Why is it wrong for the UK to say to individuals who move to the UK during the transition that their EU rights won't indefinitely continue after the transition ends? Alex, pas indéfiniment. Nous parlons des gens qui seront arrivés pendant cette période de transition, au moment même où le Royaume-Uni a accepté de reconnaître que, prolongeant l'acquis du marché unique, dont la liberté de circulation fait partie de manière indivisible des autres libertés, les droits pourront être acquis. Donc, nous parlons aussi, au-delà des entreprises, de l'économie, de la technique, du droit, nous parlons aussi, à propos du Brexit, d'une question qui inquiète beaucoup les citoyens, hein, de part et d'autre, parce que nous ne parlons pas seulement des citoyens qui arriveraient au Royaume-Uni pendant cette période, nous parlons aussi des citoyens britanniques, réciproquement, qui arriveront dans l'Union européenne. Donc je pense qu'il y a une raison logique à considérer que ces citoyens-là, puisque la liberté de circulation est maintenue, devront avoir des droits comparables à ceux qui ont été déjà reconnus dans le John Report pour les citoyens qui ont fait le choix de vie avant la date du retrait, le 29 mars 2019. Quel est le lien entre les solutions que nous devons précisément, sans ambiguïté, trouver pour garantir la stabilité en Irlande, le Good Friday Agreement dans toutes ses dimensions et la période de transition? Le lien, il est simplement que ces deux sujets doivent être finalement traités et réglés dans le cadre de l'accord de retrait. Je le répète, il n'y a pas de transition possible s'il n'y a pas un accord de retrait, puisque la seule base juridique pour une transition, c'est précisément l'article 50, dans le cadre duquel nous travaillons pour l'accord de retrait. Et nous souhaitons, les 27 souhaitent, que dans cet accord de retrait, on puisse aussi délivrer cet engagement commun qu'on a pris et qui était réaffirmé dans le John Report, au paragraphe 49, 50, 51, de garantir la stabilité en Irlande et le respect du Good Friday Agreement. Donc voilà le lien, Alex. Il est que ces deux sujets devront être finalement traités et réglés de manière positive dans l'accord de retrait au mois d'octobre. Combien de questions est-ce que... Excellent, excellent. Alors, Christian, vous... la fin de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Hein, quand même. Christian, tu avais une question et après je passe au centre. Oui, Monsieur Barnier, vous avez rencontré Monsieur Davis juste avant la publication ou la présentation du projet d'accord. Qu'est-ce qui explique la charge sur votre manque de courtoisie? Comment pouvez-vous expliquer que M. Davis, à qui vous avez présenté cet accord, vous traite de manque de courtoisie? Et une deuxième question, Mme Theresa May est assez fragile au niveau de son gouvernement. Est-ce que si jamais il y avait un changement au Royaume-Uni, tout serait détruit? C'est-à-dire que tout ce que vous avez fait comme progrès sur la négociation pour l'accord de retrait serait détruit, il faudrait commencer à zéro? Non. À propos de ce qu'a pu dire David, je ne vais pas rentrer dans ce jeu. Hein. Ça ne serait pas utile. Donc, tout le monde voit de quelle manière je travaille, comment je me comporte, quels sont les mots que j'utilise. Tout le monde sait que j'ai décidé depuis le début, et je n'ai pas eu à me forcer à être objectif, à ne jamais être agressif. Il n'y a pas d'esprit de revanche, il n'y a pas de punition. J'ai beaucoup regretté le vote britannique, comme d'autres, sur le Brexit, mais nous le respectons et ma tâche est de le mettre en œuvre, cette décision que nous respectons. Et je le fais toujours avec calme, et je serai calme jusqu'au bout, objectif et dans le respect que je dois au Premier ministre britannique, au ministre en charge de ces questions, aux parlementaires britanniques. Voilà. Pour moi, le mot de respect est un mot important. Voilà. Je ne vais pas faire d'autres commentaires sur la situation politique britannique.
le gouvernement actuel que dirige Mme May a donné son accord avec l'appui, je pense, d'une majorité claire politique au point où nous sommes. Donc voilà, je pense que c'est un acquis, c'est tout ce que je peux dire. Mais je ne vais pas faire d'autres commentaires sur la situation politique interne au Royaume-Uni. Michel has been waiting, but I think no longer. Then Rick was next, and Catherine, are you still interested? Rick Winkel, Financieel Dagblad, the Netherlands here. There will be very soon now a case before the Court of Justice on the rights of citizens after the Dutch court asked prejudicial questions to the court. The Dutch government argued during the case that would make it more difficult to negotiate the citizens' rights during Brexit. Do you agree with that position, and is it going to make your job more difficult if the court if you're waiting for the court to express itself? Je ne connais pas le détail de cette affaire, donc je ne vois pas dans quelles circonstances le gouvernement néerlandais considère que ce serait plus difficile ou plus facile d'évoquer la question des droits des citoyens pendant le Brexit. La seule chose que je peux dire dans la position qui est la mienne, encore une fois, je ne connais pas ce dossier, donc je ne vais pas me prononcer sur sa substance. Mais je vais demander à voir en quoi il peut concerner le Brexit, puisque vous le dites. Nous avons établi un accord assez clair, assez précis, plusieurs dizaines de paragraphes dans le John Report, qui comporte 15 pages, qui sécurise la quasi-totalité des droits des citoyens, de leurs familles, pour la durée de leur vie, les droits acquis jusqu'au jour du Brexit, dans tous les domaines et pour toutes les catégories. Voilà, maintenant, ce qui donne une certitude pour les citoyens sur la garantie et la sécurité de ces droits, c'est que l'accord de retrait soit traduit dans un traité et que ce traité soit ratifié. Donc j'ai souvent dit ça aux associations qui représentent les citoyens. Nous devons obtenir et nous voulons obtenir un accord sur un retrait ordonné. Et dans cet accord sur un retrait ordonné, il y aura dans le texte lui-même tous les droits qui ont été sécurisés, et y compris importants, nous mettrons dans cet accord les détails des procédures que les Britanniques se sont engagés à rendre simples, proportionnées, pas trop coûteuses pour l'enregistrement des citoyens. Donc tout ça sera dans le traité. Mais le traité n'aura de certitude juridique, et donc les citoyens n'auront de certitude sur la sécurité de leurs droits qu'après l'adoption et la ratification du traité, son entrée en vigueur. Ça devient une conférence de presse d'une longueur olympique. Je vous propose qu'on prenne encore une question. Et c'est Catherine qui va la poser. Catherine Fiore, EU reporter. Two short questions. The UK has put forward a paper on the rolling over of agreements of the EU with third countries into the transition period. I was wondering if this is something that you discussed. Do you think this will be difficult with third countries? You're already having a very complicated negotiation with EU27 and the UK. Do third countries now come into the picture as well? And again, on Northern Ireland, the UK says it wants to avoid a hard border. It wants to propose specific solutions. It appears to have ruled out the other two options that it proposed in the joint report in December. So do you think it is possible to avoid a hard border if the UK is outside the customs union? And David Davis seems to think that specific solutions concern 5 or 6 areas, nothing else. Is that your understanding? Ce qui est indiqué dans le fameux paragraphe 49, c'est qu'on doit regarder tous les aspects, tous les chapitres, tous les sujets du marché unique, de l'union douanière,
qui sont concernés ou dont on a besoin pour préserver les coopérations Nord-Sud et le Good Friday Agreement. Et c'est ça que nous faisons. C'est ce screening que nous faisons actuellement de manière objective et complète. Ce n'est pas forcément tout le marché intérieur, mais en tout cas plusieurs chapitres des règles du marché intérieur. Nous allons travailler, comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans mon propos initial, en parallèle sur ces 3 options. L'une qui n'est pas probable si le Royaume-Uni maintient son choix de quitter le marché unique et l'union douanière, avec les conséquences mécaniques que cela entraîne. Les solutions spécifiques qu'il s'est engagé dans ce cas à présenter, que nous attendons, et puis le backstop et les autres possibilités qui touchent full alignment. Donc nous travaillons sur ces sujets avec les Britanniques de manière constructive et nous allons continuer dans les prochaines semaines sur un plan technique, sur un plan opérationnel et pratique pour trouver des solutions et garantir qu'il n'y aura pas de frontières dures en Irlande. J'ai lu la note technique que vous évoquez, que les Britanniques viennent de publier, je crois hier ou avant-hier, on vous l'a montré hier soir, et qui confirme en fait notre analyse juridique à nous, s'agissant des accords internationaux. Je rappelle, mesdames et messieurs, que le jour du départ du Royaume-Uni, juridiquement, en quittant les institutions de l'Union européenne, le Royaume-Uni quitte 750 accords internationaux. 750 accords internationaux, dans tous les domaines. Et donc, dans l'accord de retrait, entre nous et le Royaume-Uni, on peut se mettre d'accord entre nous sur le respect des obligations qui résultent de ces accords internationaux. En revanche, pour ce qui concerne les bénéfices de ces accords, pendant la période de transition, on n'est pas tout seul. Il n'y a pas que le Royaume-Uni et nous. Il y a des pays tiers qui sont directement concernés, qui ont leur mot à dire. Et j'ai déjà rencontré, par exemple, à Davos, la semaine dernière, le ministre indien, le ministre australien, le ministre néo-zélandais, pour parler de ces sujets. Donc, cette note, si je l'ai bien lue, elle confirme notre analyse juridique, et elle confirme que les pays tiers, qui sont les partenaires de l'Union actuelle, et donc les partenaires du Royaume-Uni et des 27 dans ces accords, ont leur mot à dire, et ce sujet figurera, à la demande des Britanniques d'ailleurs, à l'agenda du prochain round de négociations. Merci beaucoup d'avoir pris presque 1 heure pour nous. Have a good weekend. See you on Monday.